Donc, bienvenue dans cette session qui s'appelle Kaizen. Donc, c'est un petit jeu de mots pour ceux qui connaissent un petit peu l'agilité avec un mot japonais qui s'appelle Kaizen, qui signifie amélioration continue. C'est une pratique, comme ça vous a été expliqué dans l'introduction, qui est au cœur de l'agilité. Et dans cette session, moi je vais vous parler de ce que j'ai appris de l'agilité dans le théâtre. En fait, il y a deux sessions qui forment un diptyque. Ce que j'ai appris de l'agilité au théâtre et ce que j'ai appris de l'agilité dans le sport. Donc là, la session à laquelle vous allez assister, c'est sur la partie théâtrale. Je suis Christophe Kéromen, je suis accompagnateur agile. Vous avez mon blog et puis mon compte Twitter si vous voulez poursuivre les échanges. Et je fais partie d'une société qui s'appelle Coactive, une société de consultants. On intervient comme coach agile, product owner, scrum master. Et moi, ce que j'essaie de faire, c'est donner du sens au travail des équipes. Redonner du sens à ce que font les gens. Donc, vous avez également notre blog et notre compte Twitter. La page des sponsors. Merci à eux, parce que sans eux, on n'aurait pas cette journée-là. Je vous préviens tout de suite, pour ça que les choses soient claires, je vous parle de nous. Vous pouvez dire, bon, il y a plein d'autres sujets intéressants aujourd'hui, on va passer une demi-heure à écouter un gars qui parle de lui. Pourquoi? Alors je vais appeler Victor Hugo à mon secours. Dans le théâtre, c'était un grand homme de théâtre. Vous savez peut-être qu'il a innové en son temps, parce qu'on parle aussi d'innovation avec une pièce qui s'appelait Hernani, qui a lancé le théâtre romantique, puis une nouvelle génération de théâtre. Et Victor Hugo disait, quand je vous parle de moi, je vous parle de vous. Et donc, en vous parlant de moi, je vais vous parler de vous, et je vais parler de l'agilité en général, et c'est vraiment le thème de cette session-là, c'est comment on peut parler d'une chose en parlant d'une autre. Et c'est tout le sujet des métaphores, des analogies, des histoires, du storytelling, de l'approche narrative, tout ça, ça désigne un petit peu la même chose. C'est comment parler d'une chose en utilisant un autre domaine. Donc je vous ai dit, il y avait le sport. Alors c'est le moment un peu difficile pour moi. Je suis sur la photo. Je ne sais pas si vous le trouvez. Je ne dirai pas quelle. Donc j'ai fait pas mal de sport. J'ai fait du sport là c'était avec l'équipe des espoirs du Stade Brestois, donc il y a longtemps de ça. Il y a un joueur là, qui est devenu professionnel après, qui était Yvon Kulikla, qui est devenu ensuite entraîneur à Strasbourg, qui a gagné la Coupe de France, etc. Donc voilà, c'était ma passion d'adolescent. Ensuite, j'ai découvert le théâtre et j'ai expérimenté le théâtre sous différentes formes, théâtre de texte, théâtre d'improvisation. J'ai beaucoup travaillé sur les lectures musicales avec des musiciens de jazz, contemporains, etc. Et d'ailleurs, je suis particulièrement content de faire cette conférence à Caen aujourd'hui, parce que j'ai commencé le théâtre à Caen. Parce que j'ai fait mes études d'ingénieur, c'était pas en face, mais c'était sur l'ancien campus à l'époque, à l'ENSI Caen. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai découvert le théâtre et j'ai commencé à faire le théâtre. Donc, ma première représentation sur scène, c'était à la maison de quartier de Venoy pour les locaux. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment super de pouvoir faire cette conférence ici. Il n'y a pas de photo d'époque là. Voilà, donc sport, théâtre, et puis j'ai fait aussi plus de 25 ans d'IT, des postes divers, beaucoup dans le développement d'applications sur mesure. J'ai été senior producteur manager, j'ai été technical évangéliste, formateur, enfin j'ai fait des tas de trucs. J'ai écrit des bouquins, dont le dernier, c'est le petit guide du management lean pour les équipes agiles, qui est un bouquin collaboratif avec 9 autres auteurs, donc vous pouvez le trouver en téléchargement. Et à un moment donné, je me suis dit, oula, ça part un peu dans tous les sens cette histoire-là. Quelle est la colonne vertébrale de tout ça? Quelle est la relation entre la passion pour le sport, les sports, le théâtre, la littérature, la musique, l'informatique? Comment à un moment donné on peut essayer d'unifier
son expérience. Pour ceux qui sont un peu plus jeunes, c'est des questions qu'on se pose 40-50 ans. En général, c'est à ce moment-là qu'on s'interroge sur ça. Et la réponse, je l'ai trouvée en regardant un petit peu derrière, et puis elle est exprimée avec ces deux photos. Alors, on va jouer ensemble. Est-ce que vous connaissez le monsieur en haut à gauche? Samuel Beckett, bravo. Là, on a affaire à un public cultivé. Samuel Beckett, donc auteur de théâtre. En attendant Godot, par exemple. J'ai vu qu'il y avait des affiches sur Caen, d'ailleurs. Prix Nobel de littérature. Donc c'est Samuel Beckett. Et en bas à droite. Je vous ai dit, on a sport et théâtre. Voilà, Wawrinka. Wawrinka. Alors là, je suis super content aussi, parce que cette conférence, ça fait un moment que je la fais. Et j'avais mis Wawrinka. Wawrinka, pour les gens qui ne suivent pas trop le tennis, à l'époque où j'ai créé cette conférence-là, il était dans les 10 premiers mondiaux et il venait de faire une super progression. Il était dans les 20, et il montait. Cette année, il a gagné pour la première fois un grand chelem, ce qui est le tournoi le plus important pour un tennisman. Il a gagné l'Open Australie. Et il est rentré, il est numéro 3 mondial maintenant. Donc il a encore continué à progresser. Donc ce que je raconte là n'en a qu'encore plus de valeur. Et l'idée, c'est qu'est-ce qui relie Samuel Beckett et Wawrinka? Eh bien, c'est une citation que Wawrinka s'est fait tatouer sur son avant-bras, hein, vous voyez là, et qui est une citation de Samuel Beckett. Et que nous dit cette citation? Elle nous dit « Ever tried, ever failed, no matter, try again, fail better ». Autrement dit, j'ai essayé des tas de fois, je me suis planté grave, c'est pas grave, en fait. J'ai réessayé, je me suis replanté, mais je me suis planté un peu mieux. Et ça, c'est toute l'histoire de l'agilité. Toute l'histoire, on parlait au début du Kaizen, de l'amélioration continue. Ça consiste à dire que pour apprendre, pour progresser, il faut d'abord accepter d'échouer. Et que c'est seulement à cette condition-là qu'on pourra apprendre quelque chose de nouveau. Et en fait, moi, c'est ce que j'ai trouvé dans toutes mes expériences, qui me servait d'unification dans le sport, dans le théâtre, dans l'informatique, c'est de m'être planté souvent et puis d'avoir appris de temps en temps. Donc c'est ce que je vous invite aussi à partager dans cette petite session. Sur le côté métaphore, j'appelle à mon secours Jean-François Jagodinski, qui est un coach agile, qui nous dit que l'agilité est un monde plein de métaphores. Et l'intérêt de la métaphore, c'est d'arrêter de s'adresser uniquement à la partie rationnelle de notre cerveau, qui était là à la première session. Voilà. Donc ça vous parle par rapport à ce qui était raconté tout à l'heure, le côté parent, adulte, des choses comme ça. Donc pour s'intéresser aussi au côté émotionnel, c'est-à-dire à l'enfant, et à ce qui est la partie qui va être créative et qui va être motrice dans nos activités, et qui va amener le plaisir. On parlait aussi, dont on parlait ce matin dans l'introduction. Donc dans l'agilité, on va beaucoup se préoccuper de ça. Pas simplement s'adresser à la partie rationnelle, mais mobiliser l'émotionnel, accueillir l'émotionnel, et en fait considérer l'humain dans sa totalité. On parle souvent d'approche holistique pour l'agilité, c'est-à-dire c'est cette notion de considérer l'humain comme un ensemble. Alors je vais vous parler de théâtre classique. Souvent on parle de théâtre d'improvisation associé à l'agilité, là on va parler d'un théâtre classique, donc avec un metteur en scène. A priori on peut se dire, metteur en scène, pas beaucoup d'agilité là-dedans, metteur en scène c'est un espèce de manager en fait, qui va dire aux gens, voilà comment vous allez faire. Et ça paraît un peu contradictoire avec un des principes du manifeste agile qui nous sert de référence au cadre d'application de l'agilité, qui nous dit que les meilleures architectures, spécifications, conceptions émergent d'équipes auto-organisées. Donc on comprend bien quand on fait du théâtre d'improvisation, si on met un metteur en scène, c'est quoi? Où sont les équipes auto-organisées dans ce cas-là? Et où est la créativité? On va voir que tout ça c'est une question de responsabilité. Est-ce que vous connaissez Peter Brook? Oui. Grand metteur en scène anglais, un des plus grands metteurs en scène du XXe siècle, très célèbre par exemple pour sa mise en scène du Mahabharata, une espèce d'épopée géante issue de la culture indienne. Peter Brook nous dit
Un metteur en scène met longtemps à comprendre que plutôt que de penser en termes de résultats souhaités, il faut se concentrer sur la source d'énergie de chacun, de la personne. Et c'est là que les vraies impulsions peuvent surgir. Peter Brook, auteur de théâtre, on remplace par manager et vous avez une situation qui s'applique tout à fait à votre boulot de manager. Pour mener des projets, pour impliquer les gens, il faut penser source d'énergie de chacun, penser personne, penser individu. Donc voilà comment Peter Brook peut servir en management. Et dans le Manifeste Agile, on retrouve ça, c'est une des valeurs fondamentales, individu et interaction ou échange, comme on disait ce matin. Voilà notre metteur en scène qui démarre un nouveau projet. C'est une page blanche. Pas tout à fait, parce que dans le théâtre classique, il va partir à mettre en scène une œuvre existante, donc il y a déjà un auteur qui lui est responsable du périmètre. Le périmètre fonctionnel, c'est amené par l'auteur. Et en général, c'est assez peu négociable. Si vous vous amusez à couper l'acte 3 et l'acte 4 d'une pièce de Racine ou de Molière, on comprend moins bien ce qui se passe. D'accord ? Donc ce périmètre, il est fixe. Donc ensuite, on va faire intervenir une équipe, des acteurs, des techniciens, qui vont être chargés de produire le contenu. Le metteur en scène, qu'est-ce que c'est là-dedans ? C'est la personne qui est responsable de faire que tout ça, ça avance. Le metteur en scène, il va être responsable du processus. Think, il va imaginer, il va rêver sa mise en scène. Ensuite, il va la planifier. Parce que si on ne planifie pas son rêve, ça ne reste qu'un rêve, ça ne devient jamais réalité. Donc il faut passer par cette étape de planification. Il va passer en exécution, en répétition, il va organiser les choses, et puis il va évaluer ce qui est en train de se passer, s'adapter et replanifier. On est dans une boucle d'amélioration continue, qui est tout à fait identique qu'on fasse du théâtre, qu'on fasse tout autre type de projet. Nécessité de pouvoir s'adapter. Donc le metteur en scène, pour moi, c'est un rêveur organisé. C'est quelqu'un qui doit avoir un rêve, quand souvent dans le monde professionnel on appelle la vision, quand on parle encore ce matin. Il va avoir cette vision, savoir où il veut aller, où il veut emmener son équipe, et ensuite il faut qu'il ait également des capacités d'organisation pour faire que ce rêve devienne réalité. Et ça, c'est pas facile, parce que première chose qu'il doit commencer à faire, c'est dire, bon, ok, comment on va s'organiser au niveau des répétitions ? Par exemple, par quoi on commence ? On a le choix. Est-ce qu'on commence par les scènes les plus difficiles ? Parce que c'est là qu'il y a le cœur du sujet, elles sont compliquées à jouer, donc il vaut mieux les attaquer tout de suite. Oui, mais est-ce que nos comédiens sont prêts ? C'est de faire commencer par quelque chose qui est trop compliqué, trop difficile, la marche est peut-être trop haute, ils vont se décourager. Donc du coup, ils vont perdre confiance. Et si on passe trop de temps sur ces scènes un peu trop compliquées, est-ce qu'on aura du temps pour les scènes restantes ? Ok, d'accord, donc à ce moment-là, est-ce qu'on commence par les scènes les plus faciles, de manière à donner confiance à l'équipe, que les comédiens puissent s'approprier leur personnage ? Ouais, mais est-ce qu'il nous restera du temps pour après faire nos scènes compliquées ? Et puis, quid des scènes qu'on appelle les scènes tunnels ? Vous savez, les scènes tunnels, c'est... On a cette scène-là qui est super intéressante, qui est vachement importante. On a celle-là aussi, puis entre les deux, il faut bien raconter comment avance l'histoire. Et ça nous intéresse un petit peu moins. D'accord ? Mais bon, il faut bien la monter quand même, il faut bien la jouer quand même. Et donc, tout le premier boulot du metteur en scène, c'est de dire dans quel ordre je mets les choses. Ça peut vous faire penser, pour ceux qui connaissent un petit peu l'agilité, il y a un rôle en agilité qui se pose exactement ces questions-là. C'est ce qu'on appelle le product owner. C'est la personne qui est responsable de gérer ce qu'on appelle un product backlog, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va construire le produit ? Quelle priorité on donne ? Par quoi on commence ? C'est exactement la même problématique. Donc, on fait des choix. On planifie. On planifie, oui, parce que y a de l'humain, il y a des gens qui sont disponibles, qui ne sont pas disponibles, qui ont des engagements, qui ont des contraintes, etc. Il y a des contraintes de salle. Des fois, on commence à répéter dans un lieu qui ne sera pas le lieu où on répétera après. Il y a des contraintes de décor. Le décor, il n'est pas prêt au début quand on commence le spectacle. Il sera prêt seulement à une date donnée. On a des contraintes, la bande musicale, elle n'est pas prête, etc. Donc il va falloir gérer tout ça. Donc le metteur en scène, il planifie tout ça. Et comment il planifie ça ? Si vous allez dans les théâtres, vous allez voir des choses comme ça. Vous allez
voir des plannings de répétition, et en fait, le metteur en scène, il fait du management visuel, tout comme un bon manager agile. Il utilise des représentations visuelles avec de la couleur, avec des tableaux et des choses comme ça. Pas différent. Je ne sais pas si vous connaissez ce personnage-là. Tout à l'heure, vous avez été très fort sur Beckett. Là, c'est un petit peu plus compliqué. Quelqu'un? Non? C'est un autre grand metteur en scène, mais un petit peu avant, qui s'appelle Konstantin Stanislavski. C'est un nom qui vous évoque quelque chose? Pas trop? Alors, c'est un personnage qui a été très très important parce qu'il a totalement révolutionné le théâtre au début du XXe siècle. Il a beaucoup écrit sur des domaines comme la construction du personnage, comme la formation du comédien. Et il a donné naissance ensuite, par inspiration, à ce qui est devenu l'acteur studio aux États-Unis. L'acteur studio qui a formé des acteurs comme Paul Newman, comme James Dean, comme Marilyn Monroe, plus tard comme Johnny Depp, ou des gens comme ça. Donc vraiment quelqu'un qui a eu une influence énorme sur le jeu de l'acteur. Et ce monsieur Stanislavski disait, sur scène, ne courez pas pour le seul plaisir de courir, ne souffrez pas pour le plaisir de souffrir, ne faites rien en général, simplement parce que vous savez le faire, pour le plaisir de faire quelque chose. Il faut que, sur scène, tout acte ait un but, ait une raison d'être. Et c'est à cette condition-là que vous faites œuvre artistique. Faire œuvre artistique, c'est le fait de choisir les actes qu'on pose. Sur une scène, sur une toile, sur de la musique, etc. Et ça, c'est en relation directe pour moi avec un autre élément du manifeste agile, un principe qui nous dit la simplicité. C'est-à-dire l'art de minimiser la quantité de travail inutile est essentiel dans les projets. L'art de minimiser la quantité de travail inutile. On parle exactement de la même chose. Et vous pouvez retrouver cette notion, par exemple, chez Saint-Exupéry, quand il nous dit que la perfection est atteinte, non pas quand il n'y a rien à ajouter, mais quand il n'y a plus rien à retrancher, la notion d'épure. Vous pouvez retrouver ça aussi dans les écrits des théoriciens de théâtre du XXe siècle. Peter Brook, dont on parlait tout à l'heure, qui a écrit un livre magnifique qui s'appelle L'espace vide. L'espace vide, c'est celui où il peut arriver quelque chose. Si vous commencez par remplir l'espace avec des décors somptueux et des machins, mais après, où est la place pour qu'il arrive quelque chose? Également Grotowski, qui était un metteur en scène de l'Europe centrale, qui lui avait écrit un livre qui s'appelle Vers un théâtre pauvre, et qui a orienté, axé tout son théâtre sur le comédien et sur les interactions entre les comédiens. Donc on retrouve encore des éléments du manifeste agile. Donc le comédien, central dans cette approche du théâtre. Les acteurs. Parce que ce sont de simples exécutants. Et puis, qu'est-ce que c'est qu'un bon acteur? Pour moi, metteur en scène, qu'est-ce que c'est qu'un bon acteur? Un bon acteur, c'est quelqu'un, pour moi, qui va susciter mon imaginaire. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un à qui je vais donner des ordres, c'est quelqu'un à qui je vais donner un cadre, et dans ce cadre-là, je vais lui demander de me surprendre, de m'amener des choses. Et à partir de ça, on va travailler ensemble à épurer, à mettre en forme, c'est-à-dire à supprimer tout ce qui est inutile, et à aller ensemble vers le but de notre spectacle. Donc voilà pour moi ce qu'est un bon acteur, c'est quelqu'un qui amène sa créativité, qui participe. Je dis souvent que pour devenir un bon acteur, il faut se découvrir en se découvrant. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire-là? Je vais vous lire la définition du Larousse, vous allez comprendre ce que j'entends par là. La définition du Larousse de se découvrir, c'est ôter des habits, s'exposer, se rendre ainsi vulnérable, dégarnir sa défense. Ouais, ça c'est le premier travail du comédien. Quand on fait une formation de comédien, on apprend que la première chose à faire, c'est de tomber le masque qu'on porte dans la vie de tous les jours, et puis d'aller un petit peu tout nu sur scène, et puis d'exposer ce qu'on est réellement, ses faiblesses et ses difficultés. C'est qu'à partir de là qu'on pourra réellement commencer à jouer. Donc c'est ça que j'appelle se découvrir, ôter tout ce qu'on met pour se protéger dans la vie de tous les jours. Et c'est à cette condition-là qu'on va réaliser la deuxième partie de la définition, qui est
Découvrir, c'est aussi être trouvé, révélé. C'est trouver en soi quelque chose qu'on ignorait posséder, ou prendre conscience que l'on est dans telle ou telle relation avec quelqu'un. Donc l'idée derrière ça, c'est que le comédien qui accepte de se découvrir, d'ôter tout ce qui est superflu, toutes ses protections, du coup va pouvoir découvrir des choses sur lui-même grâce au metteur en scène, grâce à ses partenaires qu'il ne connaissait pas. Cette notion du jeu du comédien, en agilité, on appelle ça sortir de sa zone de confort. C'est un terme que vous trouvez tout le temps au hasard de toutes les publications agiles. J'ai fait la vérification, hein. Agile, sortir de sa zone de confort sur Google, vous voyez, vous avez 24 600 résultats, c'était il y a 1 an ou 1 an et demi. Donc ça correspond, on parle réellement de la même chose. Pour apprendre, il faut sortir de sa zone de confort. Il faut accepter d'aller à l'inconnu, et aller vers l'inconnu, on rejoint Wawrinka tout à l'heure, ça veut dire qu'on accepte l'idée qu'on va commencer par avoir des problèmes. On va commencer par potentiellement pouvoir échouer. Alors, je vous disais tout à l'heure que j'avais commencé à faire du théâtre donc à Caen, à la maison de quartier de Venoy. Et donc j'avais à peu près la tête que je vous ai montré tout à l'heure quand je faisais du sport, les cheveux longs, machin, j'avais une vingtaine d'années. Et le metteur en scène qui nous donnait des cours, qui s'appelle José Escamez, petite pensée pour lui, nous avait donné un bouquin qui est cette pièce-là. Je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose. Les théâtres d'entre vous. C'est Le Roi Lear de Shakespeare. Donc il nous donne ça, puis il nous dit, bon voilà, on va travailler quelques scènes du Roi Lear. Premier cours, on commençait dans le dur. Donc Le Roi Lear, je ne sais pas si vous connaissez la pièce, c'est l'horreur. C'est une histoire de vieux. Le Roi Lear, c'est celui qui est à gauche avec la couronne, qui est complètement en adoration devant ses filles, qui va se faire mener en bateau, qui va se faire ruiner, et puis il finit en SDF, alors qu'il était le roi, parce que ses filles le mettent dehors. Et il est accompagné dans toute cette déchéance par son fidèle conseiller qui s'appelle Gloucester, qui finit lui avec les yeux crevés, il tombe d'un précipice, il meurt, enfin, vous voyez, c'est Shakespeare. Et donc vous imaginez la tête que j'avais tout à l'heure, 20 ans, machin, tout ça, et puis donc José me dit, bah, tiens, toi tu vas prendre le rôle de Gloucester. Ah bon, j'étais enfant soumis, pour ceux qui étaient là tout à l'heure, j'ai appris mon texte, puis première répétition, je suis arrivé sur scène. Puis je connaissais mon texte par cœur, ça il n'y a pas de problème, mais j'étais totalement tétanisé parce que dans ma tête, Gloucester, 80 balais, le vieux, vous voyez sa tête, machin, moi, 20 ans, les cheveux longs, ça veut rien dire. Ça veut rien dire de jouer ça. Et ça a duré presque 2 mois. Pendant 2 mois, à chaque fois que je venais, c'était à mon tour, c'était l'horreur, je dormais pas la nuit, je dégoulinais, et puis quand je rentrais, c'était ta, et je faisais pas un pet de problème. Parce que j'étais bloqué dans ma tête entre cette différence entre le personnage et moi. Puis José m'a gentiment laissé mariner dans mon jus. Et puis un jour, il nous a fait dans le cours, il nous a parlé justement de ce fameux Constantin Stanislavski. Et il nous a parlé de l'arme fatale de Constantin Stanislavski. L'arme fatale, c'est ce qui permet à ce bourgeois russe, vous voyez, tel qu'il est en haut, qui était assez aisé et tout ça, de construire un personnage, c'est le meuble que vous avez en bas, là il est en train de jouer Othello, donc toujours de Shakespeare, et Stanislavski était célèbre pour son art de la transformation. Et comment faisait Stanislavski pour ça? Il utilisait ce qu'il appelait le si magique. Le si magique, c'est l'art du changement. C'est de se dire, non pas pour aller quelque part, oui, je vois bien, mais ceci, cela, mais je ne suis pas le personnage, mais je suis différent, mais il se passe cela, mais mon contexte, vous voyez le truc? Le changement, il s'arrête tout de suite, dès que vous êtes dans le oui, mais, et là, il n'y a plus rien qui bouge. Stanislavski nous dit, posez le si. Si c'était possible, qu'est-ce qui se passerait? Et donc, sur scène, ça consiste à dire, bah, si, ok, t'es pas le personnage, mais si tu l'étais, comment tu vivrais les choses? Et moi, ça m'a totalement débloqué. Puis à partir de ce jour-là, j'ai commencé à jouer le truc et à me dire, bah ouais, effectivement, si j'étais lui, qu'est-ce que je vivrais? Quelles seraient mes émotions? Et ça m'a reconnecté à la possibilité de me mettre en route. Dans le domaine des projets, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, on utilise
c'est tout ce qui va nous aider à oser le changement. En PNL, par exemple, si vous connaissez cette approche-là pour le changement, c'est ce qu'on appelle le pont vers le futur. Le pont vers le futur, ça consiste à dire, quand on envisage un changement, quel est l'état présent, quel est l'état désiré, et au lieu de regarder l'état désiré depuis l'état présent, on va inviter les gens à dire, ok, ça y est, vous êtes, imaginez, dans l'état désiré. Donc c'est bien le si magique. Cherchez pas, vous y êtes. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous sentez? Comment vous êtes? Comment vous savez que vous y êtes? On explore. Et puis quand les gens ils sont bien installés, quand ils y croient, on dit, ok, maintenant, retournez-vous. Comment vous avez fait pour arriver là? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a changé en vous? Qu'est-ce que vous avez mis en œuvre comme stratégie? Quelles compétences vous avez développées? Et là, les gens, effectivement, ils y croient, donc ils commencent à vous raconter comment ils ont fait. Puis après, on dit, bon, ok, ça c'était un rêve, non? Quel est le premier petit pas que tu vas mettre en œuvre pour te rapprocher de ton état désiré? Mais là, les gens ont vécu ça, donc ils ont envie d'y aller. Et ça change tout. Donc si on utilise ça en PNL, on utilise également ça en agilité. On a une catégorie de jeux agiles, de serious games, qui s'appelle les Innovation Games. Et dans cela, on a un jeu qui s'appelle Remember the Future, qui utilise très exactement cette technique-là. Donc tout ça, ça parle de la même chose. Notre acteur, donc, il est muni de tout ça, il se découvre en se découvrant, il a le si magique, et donc il devient acteur de la création. Et donc le rôle du metteur en scène, c'est de faire de la direction d'acteur. Mais faire la direction d'acteur, ça ne veut pas dire manipuler l'acteur, ça veut dire, lui, donner une direction. Et quelle direction il va lui donner? Là, c'est encore Stanislavski qui nous dit, en fait, quand on travaille sur une pièce, sur une scène, on a des circonstances, un contexte, qui vont poser un problème. Pour chaque segment de la pièce, ça va être valable. Et la réflexion qu'on doit mener, c'est comment est-ce que l'acteur-personnage va pouvoir résoudre le problème qui lui est posé par ses actions. Et même Strasberg, donc, qui est le créateur de l'acteur studio, lui utilisait le terme de tâche. Donc, vous voyez qu'on est bien dans quelque chose qui est tout à fait proche de la problématique en milieu professionnel. On a un contexte, on a un problème, on le résout et on pose des actions. On parle exactement de la même chose. Et donc, Stanislavski nous invitait, en tant que metteur en scène, à définir des objectifs pour les scènes, pour chaque scène, à définir ensuite comment tous ces objectifs de scène amenaient à l'objectif de l'ensemble de l'acte, et ensuite comment les objectifs des différents actes amenaient à ce qu'il appelait le super objectif de l'ensemble de la pièce. Et c'est ça qui donnait toute la direction des comédiens, en leur faisant partager ces sous-objectifs, ces objectifs et ce super objectif. En agilité, on va parler de vision, la vision du produit. On va parler sur les itérations, sur les sprints dans Scrum, d'objectifs de sprint, d'objectifs d'itération. C'est par exemple pour les gens qui connaissent Scrum, dans la version 2013, qui est la dernière version qui décrit ce framework agile, les auteurs insistent énormément sur cette notion de donner un objectif précis à chaque itération et de le faire partager par l'équipe. Parce que c'est ce qui va permettre à l'équipe de s'auto-organiser. L'auto-organisation commence par la connaissance de l'objectif de l'itération courante. Et derrière, le super objectif, forcément, c'est la vision, c'est l'objectif du produit. Je vous ai mis un lien où vous pouvez retrouver un petit peu ces notions-là sur Internet. Il y a des descriptions est tout à fait intéressante. Et là, on trouve encore des analogies, c'est-à-dire qu'il nous dit toutes ces notions de sous-objectifs, objectifs, super objectifs sont des work in progress. Vous les posez a priori quand vous faites l'étude de la pièce, et ensuite, en travaillant avec les comédiens, vous apercevez que c'est des choses qui bougent. Et on retrouve les flèches de ce matin dans la présentation initiale. On va changer au cours de route. On va s'adapter. Le metteur en scène, c'est aussi un coach. C'est aussi quelqu'un qui doit mener les gens vers le dépassement de leurs limites supposées. Tout à l'heure, il y avait une question justement qui était posée sur le manager par rapport à des gens qui ont échoué, des choses comme ça. L'idée du metteur en scène, du manager, c'est aussi de voir derrière l'état courant des personnes plus loin. Quels sont, où il veut les amener. Et jusqu'où il pense pouvoir leur faire confiance et les faire grandir. C'est la notion d'empowerment aussi en américain, c'est-à-dire déléguer des responsabilités et faire grandir les gens.
aller vers des zones que les gens eux-mêmes ne perçoivent pas encore. Ça, c'est très important pour le metteur en scène. Cette notion, donc, les comédiens peuvent plus qu'ils ne croient aujourd'hui. Comédien, vous lui donnez le texte au début, vous dites, bon, ben ok, mais comment je dois jouer la scène? On cherche à se protéger, on a peur, on va se mettre en danger. Et le metteur en scène, il dit, mais j'en sais rien, moi. J'en sais rien, comment on va jouer cette scène? Vas-y, essaye, commence, propose, fais ton premier petit pas. Et à partir de là, il y aura du matériel, on va pouvoir mettre en place du feedback, et puis on va pouvoir faire grandir, de manière incrémentale, le contenu de la scène. C'est aussi la posture qu'on trouve dans le coaching, et en fait, cette citation, ils peuvent plus qu'ils ne croient, je l'ai mélangé, vous voyez que je l'ai chopé chez Lisa Atkins, qui est l'auteur d'un excellent bouquin sur le coaching agile, qui s'appelle Coaching Agile Teams, que je vous recommande si vous voulez explorer cet aspect-là. Donc on retrouve cette posture-là dans le coaching, dans l'accompagnement, où les personnes viennent vous dire, j'ai un problème, quelle solution à mon problème, qu'est-ce que je dois faire? Et le coach, la position, c'est de dire, j'en sais rien, on va voir, et on va étudier ça ensemble, mais c'est toi qui vas trouver la solution, c'est pas moi. Moi je vais t'accompagner. Et des fois c'est compliqué de trouver ça, parce qu'en faisant ça, vous vous rendez bien compte que la personne qui a un problème, elle a de l'émotion, et donc elle est dans la frustration de rester dans son problème. Et des fois, on n'arrive pas à avancer. Et je vais vous parler d'un cas qui m'est arrivé, c'est la révolte des clowns. Donc c'était c'est cette troupe de clowns-là que je faisais travailler. Et on était en résidence pour une semaine dans le Luberon. Et à la fin de la semaine, le contrat qu'on avait, c'est qu'on avait une petite itération, on devait livrer un produit qui était qu'on devait faire une petite représentation publique. On avait ensemble pris cet engagement-là. Et c'était la cata totale, c'est-à-dire que ça n'avançait pas. On se retrouvait, on était mercredi soir, jeudi soir, et rien. On n'arrivait pas à décoller, on n'arrivait pas à aller dans la fantaisie, on était dans le réalisme. Alors pour des clowns, c'est tragique, quoi. C'est vraiment... il ne se passait rien, c'était pas drôle, il n'y avait pas d'émotion, il n'y avait rien. Et donc là, moi je dormais plus la nuit, je me disais, mais qu'est-ce que je peux faire? Et je sentais la frustration de l'équipe qui montait. Et à cette époque-là, j'avais épuisé à peu près toutes mes recettes, tout ce que je pouvais essayer. Et je me suis dit, le seul truc qui me reste maintenant, en fait, c'est d'utiliser cette frustration. Et en fait, au lieu de rassurer les gens, je vais au contraire mettre le feu un peu plus là-dessus, j'ai chauffé ça, et je vais les focaliser contre moi. C'est-à-dire que je vais essayer de faire créer cette équipe qui ne prend pas, en la soudant contre un intervenant extérieur, en lui donnant quelque chose contre lequel elle puisse se construire, parce qu'elle n'arrive pas à se construire, voilà, par elle-même. Alors c'est un jeu dangereux, là c'était vraiment la dernière question, parce que ça passe ou ça casse ce truc-là. Mais voilà, donc j'ai chauffé le truc, et jusqu'au moment où ce clown-là, les Agores, a pris le pouvoir. Il a tapé sur la table, et il a dit bon ça suffit. On n'y arrivera pas, Christophe nous fait chier, ça marche pas, enfin, il a piqué ses colères, il dit, puis moi j'ai une idée, voilà, je vous propose cette idée-là, Christophe tu sors, on se revoit demain on te montre ce qu'on a fait, et puis voilà, puis bon, puis là il était chaud, quoi, il emmenait tout le monde avec lui. Et je suis revenu le lendemain, effectivement, là ils avaient décollé, et puis on a pu travailler avec ce résultat-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que l'auto-organisation, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de leader. On a besoin de leaders dans les équipes. Simplement, l'auto-organisation, c'est que le leader n'est pas désigné d'office, on ne le connaît pas a priori. Mais il faut qu'il émerge. Et pour ça, il faut qu'il y ait une notion un petit peu d'urgence, il faut qu'il y ait des contraintes pour que le leader puisse s'affirmer. Et là, c'est ce qui s'est passé. Ce leader-là s'est affirmé. Et ensuite, dans l'auto-organisation, le leader, il disparaît. Parce qu'on a un autre problème, et ça va être potentiellement un autre leader qui peut émerger pour ce nouveau problème. C'est plus le même. Et là, par exemple, ça s'est trouvé, à un moment, ils ont eu besoin de musique et tout ça, mais il y a quelqu'un d'autre qui a pris le pouvoir pour dire, moi, sur la musique, c'est bon, je prends le lead. Et là, vous commencez à sentir que vous avez vraiment une équipe qui est en train de se former et de s'auto-organiser. Donc, très important, cette notion du leader qui va émerger. Et puis, ça ne se passe pas toujours bien, même comme ça. Des fois, c'est l'échec. Donc là, je pense à... Ça s'est passé à Caen, justement, c'est drôle. C'était toujours à la maison de quartier de Venoy, mais alors, comme dans Les Trois Mousquetaires, 20 ans après. Je revenais, là j'étais metteur en scène et j'avais adapté un texte qui s'appelle Gros câlin. Je ne sais pas si vous connaissez, d'Émile Ajar, Romain Gary.
Et le premier soir, le four. Hein, c'est le truc, vous êtes dans la salle en tant que metteur en scène, puis vous commencez à entendre les gens... les sièges, cring, cring, cring. Vous voyez les gens qui bougent, machin, on dit bon, c'est mort. Hein, vous avez tous les trucs que vous avez prévus, les effets, les machins, parce que c'est une pièce qui est censée être drôle, enfin moi au début, rien. Bon, donc c'est des soirées qui sont assez difficiles après la première. Et là, l'idée, c'est que moi j'avais la chance d'être à la fois metteur en scène, et puis adaptateur, et puis d'avoir un seul comédien, et d'avoir une petite équipe. Et donc j'ai bossé toute la nuit. En fait, je me suis rendu compte que la pièce était trop longue, je m'étais planté, c'était trop long. Donc j'ai coupé, je ne sais plus, 20 ou 30 minutes en adaptation. J'ai proposé ça à l'équipe le lendemain, on a travaillé toute la journée. Le soir, on a fait la deuxième. Et là, voilà. On avait toujours un peu de tout, toujours un peu de mouvement, mais on commençait à avoir des rires parce qu'on avait trouvé notre rythme. Donc, l'importance des fois de savoir diminuer son produit pour trouver son public. On évoquait ce matin la notion de MVP, par exemple, dans une start-up. C'est important. Voilà, donc on arrive à la fin de un petit peu des choses que je voulais vous partager. Puis quand j'ai présenté les premières fois cette session, on m'a demandé, mais oui, mais après la première, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui devient le metteur en scène une fois que l'équipe est formée, une fois que la pièce se joue, etc. C'est vrai, c'est un vrai problème. Et c'est une question, c'est pour ça que j'ai rajouté ça, qui est importante, parce que effectivement, ça a été évoqué aussi ce matin, il ne suffit pas que vous ayez amené votre équipe à s'auto-organiser, à être performant. Il faut entretenir cette performance-là. Et là, je prends l'exemple de ce monsieur qui est aussi un grand homme de théâtre, Louis Jouvet. Louis Jouvet, alors lui, c'était un maniaque absolu. Quand il montait les pièces, il était en coulisses. Vous savez, il y a des pendrillons, là, on ne voit pas, et lui, il était là, comme ça, avec son chronomètre. Et il chronométrait toutes les scènes. Et à la fin du spectacle, il allait voir le comédien. Puis il leur disait, mes petits gars, là aujourd'hui, vous avez mis 1 minute 30, d'habitude c'était 1 minute 25. Et prof, il leur faisait refaire la scène après le lendemain pour qu'ils récupèrent les 1 minute 25. Pourquoi? Parce que s'il mettait plus de temps, c'est qu'il commençait à relâcher des choses. Et vous savez, par rapport à la simplicité, à l'épure, il commençait à rajouter des choses qui étaient inutiles. Et donc il était extrêmement vigilant sur cette notion de rythme. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve par exemple dans Scrum. Pour les gens qui ont essayé d'utiliser ce framework-là, Scrum, c'est ce qu'on appelle un framework heart-beated, c'est-à-dire qu'il y a un rythme cardiaque dans Scrum. Toutes les actions qu'on fait dans Scrum sont time-boxées, sont rythmées. Et le rôle de la personne qui porte Scrum, ce qu'on appelle le Scrum Master, équivalent ici de notre metteur en scène, est responsable de préserver ce rythme d'avancement, et il est responsable de ce time-boxing, de ce heartbeat. Voilà, alors je termine avec une proposition de manifeste agile pour le théâtre. Je me suis amusé à ça. Donc des décors et une mise en scène pour les acteurs et leurs interactions. Une conception théorisée de la pièce, oui, mais au service d'un spectacle vivant. Une consommation culturelle, il faut payer les places, il faut payer les comédiens, mais dans le respect du public et des intervenants. Et un plan, il faut planifier, mais qui permet l'acceptation, l'adoption du changement. Je vous laisse sur une grande interrogation, qui est importante. C'est-à-dire, l'agilité, c'est pas que dans l'informatique, c'est pas que dans son approche professionnelle. De plus en plus, on voit des gens qui appliquent l'agilité dans le domaine personnel. On a le personnel à Cambridge, on a des choses comme ça. À quoi vous pouvez vous relier, à quoi ça fait écho à votre propre parcours, à votre propre trajectoire, à vos passions, à vos valeurs. Parce que c'est ça qui vous permettra réellement d'être agile. Et pour vous aider dans cette démarche, je vous fais cadeau de ce petit poème de Machado, qui est marcheur, il n'y a pas de chemin. Le chemin se fait en marchant. En marchant, le chemin se fait. Et en se retournant, on voit le sentier sur lequel on ne marchera jamais plus. Marcheur, il n'y a pas de chemin. Il n'y a que des étoiles sur la mer. Bon chemin. Merci. Je ne sais pas si on a le temps d'une question. Je ne sais pas où on est dans le timing. Est-ce que vous avez une... un peu dépassé, ouais. On prend une question. Vous avez parlé de jeu, pas de performance. Hein. Ouais.
Et c'est volontaire, une performance au sens travail de plateau, Au sens performeur. Ouais, c'est un mot anglais, ça, pour moi. Oui, mais c'est-à-dire que vous assimilez la démarche? Vous considérez qu'il n'y a pas de différence entre le jeu du comédien et le travail du performeur? C'est quoi le travail du performeur? C'est un mot anglais, je comprends pas. C'est quoi? Ça correspond à quoi en français? Pour moi, c'est pas un mot anglais. Effectivement, Ouais. c'est un mot qui est dans le dictionnaire anglais, mais Ouais. son acception Qui veut dire quoi, là? pas la même. Qui veut dire quoi? Qui induit au minimum une mise en danger et le fait que l'on assume pleinement le fait que le pas suivant n'est pas connu. Et donc la question est? Et la question est, est-ce que vous assimilez dans votre considération du jeu de l'acteur, est-ce que vous considérez qu'il n'y a pas de différenciation par rapport à celui du performeur? Je pense que... Qu'est-ce que vous en pensez? Par rapport à ce que j'ai raconté? Mais c'est... Non, attends, je repose la question, je renvoie. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Claire? Il n'y a pas de différence, hein, ouais. Même dans le caractère, même dans la répétitivité des actions du comédien. Ouais. C'est-à-dire que cette remise en danger, vous estimez, vous pensez qu'elle est permanente. Elle est permanente. Alors, je vais développer un petit peu là-dessus. Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai expérimenté et appris. Découvert. Je revendique pas découvert, j'ai découvert personnellement en le faisant. C'est qu'en fait, on peut arriver à une vérité, alors il faudrait définir ce que c'est la vérité du jeu théâtral, mais ce que j'ai appelé vérité du jeu théâtral, c'est je produis quelque chose qui va aller résonner chez les personnes qui regardent. C'est ça que j'ai appelé simplifié. On peut arriver à ça dans l'improvisation. C'est-à-dire qu'on met en place un cadre, et dans ce cadre-là, on va improviser, et comme on est en position de créativité, en posture de créativité, on va être juste, et effectivement, ça va pouvoir résonner avec le public. La problématique, c'est que cette improvisation qu'on fait, elle est juste parce qu'on est en posture de créativité. Dès le moment, deuxième soir, on se dit « Waouh, hier soir, c'était génial, je vais refaire la même chose ce soir ». Alors là, en général, c'est le flop total. Et c'est la même chose sur les répétitions. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on essaye de refaire, on est passé non plus sur l'émotion, sur la posture de créativité, on est passé dans le rationnel. On essaye de refaire quelque chose. Et là, ça ne marche pas. Et c'est tout le problème des répétitions, c'est qu'il va falloir répéter pendant des semaines pour arriver à retrouver le truc original. C'est-à-dire qu'il va falloir se reconnecter à plein de choses, faire tout un travail, alors c'est toute l'approche Stanislavski, justement, des choses comme ça, c'est-à-dire à la fois par le comportement, à la fois par les émotions, pour retrouver ça. Et ce travail, il va falloir le refaire, et c'est une vraie mise en danger d'y aller aussi. C'est-à-dire la protection contre ça, pour le comédien, c'est la technique. J'ai vu Francis Huster la semaine dernière, par exemple, voilà, sur la pièce où je l'ai vu jouer, il est dans la technique, il ne se met pas en danger. À côté, on avait Dreyfus qui jouait, c'est une pièce qui jouait de Paris Sport. Là, on a un comédien qui se met en danger, qui est en recréation permanente par rapport à chaque soir, à refaire, à recréer, à remettre en route tout le processus qui amène au jeu. C'est rapide, hein? Oui, ça répond partiellement à ma question. J'imagine. La reproductibilité a également un intérêt, quel que soit le contexte. Et donc la remise en danger et de rebattre les cartes systématiquement peut être intéressant, au même titre qu'arriver à un résultat reproductif peut être intéressant, même si ce que l'on produit est consécutif, bien entendu, à un travail de création. Voilà, on va rester des heures là-dessus. Après, l'idée, c'est que quand on est sur du spectacle traditionnel, on va figer des comportements, mais à l'intérieur, l'animation des émotions, elle est en recréation permanente. C'est-à-dire que tous les soirs, on refait le boulot. Tous les soirs, on refait le chemin de se dire pourquoi je fais les gestes, même si les gestes sont connus d'avance. Et c'est ça, ce travail-là qu'on fait en répétition, qu'on met en place. C'est retrouver qu'est-ce qui va être notre parcours intérieur pour amener à retrouver la nécessité de faire des gestes qu'on connaît d'avance. Qui est un peu malade quand même, parce qu'on sait déjà ce qu'on va faire, mais on est en train de chercher pourquoi est-ce qu'on va faire ce qu'on va faire. Mais c'est ça le travail qu'il faut refaire chaque soir. Et qui effectivement qui est très risqué parce que tous les soirs, on a le risque de ne pas retrouver le chemin. Et donc de faire un geste qu'on ne sent pas, et ça c'est extrêmement douloureux. Et la protection contre ça, c'est la technique, de s'abriter derrière une super technique. Mais là, on a du creux, quoi. On a du vide. Alors je sais bien que c'est partiel, hein, mais c'est autour de ce genre de choses.
Voilà, merci. Merci. Après, à la pause.